Bonjour, j'ai déjà présenté la genèse de ce film dans la vidéo « La fête patronale de 1974 ». Aussi, je n'y reviens pas. Les féeries nocturnes de 1975 et de 1976 attirent de plus en plus de visiteurs séduits par un programme sans cesse amélioré. Pour des raisons techniques évidentes, ces épisodes festifs n'ont pu être filmés. Cependant, en 1975, j'ai réalisé des photos de l'illumination dynamique du château, auxquelles j'ai rajouté les éclats d'artifice que je vous présente en première partie. Du spectacle pyrotechnique de 1976, je vous laisse découvrir un résumé des tableaux offerts au très nombreux public venus parfois de très loin, car la fête de Saint-Jean, dans notre petite commune de 300 habitants à l'époque, devenait une référence en la matière. Ensuite, j'ai regroupé les séquences des joutes interclochées de 1975 et de 1976. La qualité technique des images n'est pas comparable à celle d'aujourd'hui. Cependant, après un travail assez fastidieux d'étalonnage des couleurs, puis de mixage d'un commentaire en voix off et d'un fond sonore adapté, je peux vous présenter une vidéo d'environ 70 minutes qui a le mérite d'exister parce qu'elle fait partie du patrimoine mémoriel de la commune. Comme le sont également la vidéo sur la prestation gymnique des sapeurs-pompiers de Paris de 1974 et la monographie de la commune éditée au début des années 2000. Il était une fois, dans les années 1970, une équipe de copains regroupés au sein du comité des fêtes. Leur ambition première était de créer dans la commune une joyeuse convivialité. Pour cela, il leur fallait tenter de cristalliser autour d'un thème porteur toutes les bonnes volontés en attente de pouvoir s'exprimer. L'unanimité fut faite autour de la réalisation d'un programme festif à l'occasion de la Saint-Jean. Les crues de 1974, 1975 et 1976 furent parmi les mieux réussies. La photo présente à l'écran montre l'équipe en 1971. Celle-ci va évoluer au fil des années. Alors que certains la quittent pour diverses raisons, d'autres viennent la renforcer. En ces dernières années,
Le comité comptera pas moins de 18 membres très actifs. De telles manifestations requièrent de la part des bénévoles beaucoup de disponibilité et de présence sur le terrain, car du boulot, il y en a pour tout le monde. Aussi, pendant la semaine qui précède la fête, la commune connaît une intense fébrilité. Des panneaux sont plantés par Marcel aux différents carrefours qui desservent la localité, tandis que Jean-Yves et Patrick placardent dans les bourgs avoisinants des affiches qui renseignent sur le programme proposé. Une équipe, sous la férule de Jean, le menuisier charpentier de la commune, s'affaire à installer le parquet, l'estrade pour les musiciens et les éclairages pour le bal du samedi soir. Planter un mât qui doit supporter une gerbe électrique nécessite une main-d'œuvre qualifiée, mais surtout très déterminée. Gérard, avec son fils Alain, s'applique à installer du barbelé en des endroits stratégiques afin de freiner l'élan d'éventuels resquilleurs qui voudraient ne pas payer leur ICO à l'entrée. Dédé, Jean-Pierre et quelques autres n'ont pas trop de la semaine pour dérouler et accrocher quelques kilomètres de câbles électriques afin d'assurer l'éclairage des allées, des buvettes, de la piste de danse et de l'ensemble du site. Gérard viendra leur prêter main forte afin de vérifier l'état des projecteurs et les nettoyer si nécessaire avant leur mise en place pour assurer l'illumination du château. La fabrication des accessoires, nécessaires au bon déroulement des différents jeux de la rencontre interclochée, est confiée à une équipe de spécialistes. Patrick et Jean-Yves, les deux inséparables, s'affairent ici à la construction d'un passe-moule, tandis que Armelle, experte en écriture, s'applique à la réalisation des panneaux de circulation à l'intérieur du site. Patrick apporte un soutien éclairé à Raymonde
pour qui l'innovation dans le domaine vestimentaire n'a pas de limite. Convaincu de ses talents de créatrice, il lui prête main forte dans la teinture finale. Avant de présenter la nouvelle collection de prêt-à-porter, Jean-Yves y appose des numéros de référence pour le catalogue. La créatrice et Jean-Yves, le commanditaire, essayent la nouvelle tenue estivale qui devrait faire un tabac dans les quartiers assignés à résidence. Selon ses dires, ces tenues sont conçues pour pouvoir se mettre au frais pendant l'été. François, ancien gendarme, confirme à Yves le président que la tenue est réglementaire après l'avoir essayée. La production en série peut dès lors être lancée. Pendant l'après-midi qui précède le jour de la rencontre sommet, les divers accessoires des jeux sont regroupés et testés sur le terrain. Pierrick et Claude essayent les jets chasse pendant que d'autres vérifient la faisabilité des jeux afin d'en préciser les règlements qui sera appliqué par les arbitres pendant le déroulement des épreuves. Yves, le responsable des buvettes, semble fin prêt avec toute son équipe pour servir les consommateurs. Jean-Pierre vient en référer à Jean-Yves, inventeur de la plupart des jeux et animateur de la fête, chargé de l'organisation générale et des relations publiques. En 1976, pour la féerie nocturne du samedi soir, le comité des fêtes a sollicité le concours d'une équipe d'artificiers professionnels. Le thème de la Saint-Jean y est développé en 7 tableaux pyrotechniques conçus et réalisés pour l'occasion. La scénographie fait appel à des figurants locaux que l'on voit ici en cours de répétition. Quelques 6000 personnes, auxquelles il faut ajouter de nombreux invités, assistent au spectacle depuis cette prairie. Je vous laisse le soin de lire le détail du programme, à défaut de pouvoir vous présenter des photos ou films pour des raisons techniques.
Le sommeil a été de courte durée pour l'équipe du comité des fêtes et tous les bénévoles. En ce dimanche matin, après avoir débarrassé les lieux des vestiges de la féerie nocturne, il faut mettre en place tous les accessoires nécessaires au bon déroulement des jeux de l'après-midi. Tandis que s'achèvent les derniers préparatifs, les premiers visiteurs se présentent déjà aux entrées. Au programme, une rencontre interclochée sous forme de jeux plus ou moins inédits, au cours desquels vont s'affronter, dans la bonne humeur, les vaillants champions de Goudelin, Le Merzer, Plouagat et Saint-Jean-Guerdaniel. La première rencontre a lieu en 1975. Elle connaît un tel succès qu'elle est reconduite en 1976. Je vous propose de voir les meilleurs moments de ces deux tranches de l'histoire locale présentées à la suite. Lors de l'édition de 1975, les équipes de Saint-Jean arborent un dossard rose, tandis qu'en 1976, elles porteront un dossard bleu. Certains jeux créés en 1975 ont été reconduits en 1976. En cette dernière année, marquée par une sécheresse inhabituelle et des épisodes caniculaires, les participants sont plus dévêtus. Ces joutes amicales sont présentées et commentées par Jean-Louis en 1975 et en 1976 par Marcel qui exhibe le trophée présenté au public. Le comité des fêtes a émis le souhait que les compétiteurs s'accoutrent d'une tenue vestimentaire quelque peu humoristique afin d'ajouter un peu de décontraction au déroulement des jeux, ce qui a été accepté. Avant que ne débutent les épreuves, chaque capitaine est invité à présenter son équipe. Gérard conduit celle de Saint-Jean. Un tirage au sort désigne l'ordre de passage dans l'arène de chaque paire d'équipes qui auront à s'opposer dans les diverses séquences. La première épreuve de la rencontre consiste en une pyramide de bidons érigée sur une plateforme qu'un assaillant doit tenter d'abattre avec des ballons de rugby frappés au pied. Un défenseur est autorisé à reconstituer la pile. À la fin du temps imparti, seul le nombre de bidons sur la base est pris en compte. C'est d'abord l'équipe du Merzer en jaune qui ouvre les hostilités, puis celle de Goudelin en bleu, celle de Saint-Jean en rose et enfin celle de Plouagat en vert.
Jean-Yves semble ici inquiet de la qualité de la prestation de l'équipe de Saint-Jean. Il en est qui manipulent les œufs avec attention et délicatesse, de crainte de les briser. D'autres, par contre, libérés des tabous séculaires, pensent que ce qui casse un œuf, c'est plutôt la fatalité. Alors, nos héros du jour, ceints de leur certitude, vont montrer aux grands-mères scandalisées comment se jouer des interdits. Ainsi, de saut de haie en saut en longueur, tout en parant l'assaut de la raquette, à chaque fois rebondissant, nos vaillants œufs sont nichés dans un seau après un parcours prime sautier. Mais seuls ceux qui n'ont pas été trop sots pour s'étaler en chemin seront pris en compte et peut-être empreints du sceau de la victoire. Tout d'abord, l'édition de 1975. En 1976, les lancers d'œufs se font en 2 étapes. La première par-dessus un filet de volley-ball et la seconde par-dessus la piscine, contrée par un défenseur muni de raquettes. Au départ, chaque équipe se voit attribuer 2 alvéoles de 30 œufs. Ceux-ci sont fournis par André qui possède des poulaillers en bas du bourg. En cette période, le cours des œufs sont au plus bas. Ici, Raymond semble bien décidé à faire passer par la voie des airs ses œufs à Evelyne et à Odile, qui sont chargés d'en assurer la réception. Car au final, ne sont pris en compte que les œufs intacts rangés dans les cartons. Alain, Marie-Thérèse et Evelyne rejoignent d'autres membres de l'équipe de Saint-Jean pour commenter les scores. Daniel, un des arbitres, avec un membre de l'équipe de Plouagat en 1976. L'épreuve suivante consiste en une course en 4 relais. Le premier est un parcours en sac qui confère une démarche de batracien aux compétiteurs, ce qui tend à confirmer que l'homme, avant de descendre de l'arbre, aurait séjourné en milieu aquatique. Lors du second relais, un rouleau doit être mené d'un point A à un point B sans utiliser les bras. La façon bizarre dont les équipiers appréhendent le problème laisse à penser qu'après avoir inventé la roue, l'homme ne savait pas trop comment s'en servir.
Armelle, de l'équipe de Saint-Jean, éprouve quelques difficultés au départ, mais elle saura se rattraper au final. Le troisième relais prouve, si l'on a besoin, que l'homme sait aussi se servir de ses mains pour déambuler. Peut-être un reste des temps anciens. Cependant, la chose deviendrait plus préoccupante s'il lui arrive un jour de marcher sur la tête. Le quatrième relais consiste à traverser l'arène sur des échasses, mais il n'a pas été filmé. On pourrait penser que l'épreuve du traîneau demande de la part des deux traîneurs une démarche analogue à celle d'un cheval de trait. La préoccupation première de l'entraîneur étant moins celle de fouetter son attelage que de se maintenir sur son traîneau. Après s'être accoutré en chemin d'une livrée ad hoc, il lui conviendra de ne pas traîner au risque de passer pour un traînard par tous ceux qui ont misé sur son entrain. L'attelage de Saint-Jean avec Yves et Eugène dans les traits et Robert sur son 31 s'est fait remarquer par sa performance en arrivant bon dernier. Dans cette épreuve, nos héroïques concurrents nous donnent l'impression de vivre un remake du pont de la rivière Kwai dans une version édulcorée. Il n'est cependant pas aisé de franchir ce qui reste du pont en transportant des seaux alors que des ennemis embusqués assènent des coups de boutoir avec frénésie. Par cet après-midi très chaud, plus d'un auront la chance inavouée de tomber dans la piscine. C'est quand même mieux que de mordre la poussière, mais au moment de faire les comptes, ce sera une toute autre histoire.
L'adresse des dames est fortement sollicitée pour loger des paniers de basket après avoir réussi à abattre une série de quilles avec des boules de pétanque. Force est de constater que leur agilité n'a d'égal que leur grâce. Nous voyons à l'œuvre l'équipe de Saint-Jean, où l'on reconnaît Daniel, Nicole et Vaughn, puis celle de Goudelin. Bernard et Daniel sont les arbitres de la séquence. La participation des minimes n'est pas négligée dans cette joute de voisinage où règne la bonne humeur. Ici, les fillettes s'appliquent au passe-boule, où la difficulté réside dans le fait que les ballons sont de poids et de taille différentes. Sous l'œil vigilant de Gérard et de Joseph, les Benjamins, par équipe de 4, ont quant à eux l'obligation de faire circuler un ballon de rugby au travers de chicanes implantées pour la circonstance sur un trajet qu'ils doivent parcourir en un minimum de temps. Ils se mesureront ensuite dans un gymkhana en vélo parsemé d'embûches. Des dés s'emploient ici à acheminer sur la prairie les buses nécessaires au gymkhana.
Après ces tribulations éprouvantes, les organisateurs accordent une trêve aux compétiteurs, trêve bienvenue pour souffler un peu sous les ombrages en cette période de canicule, toutefois agrémentée de quelques airs d'accordéon. Gérard et Nicole s'affairent à griller des saucisses qui sont dégustées avec des galettes réalisées dans la plus pure tradition bretonne par les crêpières de Saint-Jean, sollicitées pour l'occasion. On reconnaît Marianne, Louise, Paulette, Anna et Émilienne de Do. Ces quelques moments de répit sont l'occasion pour les supporters de commenter les actions de jeu de leur équipe favorite. Toutes ces palabres ont raison des gosiers les plus continents, contraints de se replier autour des buvettes. Afin que se déroule la seconde phase des jeux, les arbitres invitent les équipes à pénétrer dans l'arène surchauffée pour s'affronter à nouveau. Après un dernier rappel du règlement, Marcel, l'animateur, s'enquiert auprès de Marcel de l'équipe de Saint-Jean sur le sentiment que lui procure le fait de s'exhiber ainsi en public un dimanche. Composé de Joseph, Yves, Georges et des deux Marcel, la Harde de Saint-Jean est fin prête pour présenter aux spectateurs étonnés la nouvelle tenue psychédélique dont le créateur s'est apparemment inspiré des canons en vigueur à l'époque. Le metteur en scène a imaginé, pour mettre en évidence ces nouvelles fantaisies, de hisser son top modèle sur un pavois, porté par 4 mannequins tout aussi représentatifs de la mouvance hippie d'alors. Ici, la même séquence que précédemment, filmée d'un autre point de vue par la deuxième caméra. On conçoit aisément que les juges qui officient dans ce genre de manifestation soient un peu perplexes quant à la manière de décerner les notes tant artistiques que techniques. Et ils n'y sont pas au bout de leur étonnement quand un autre créateur a choisi lui aussi de présenter sa nouvelle collection dans une mise en scène tout aussi extravagante. Les vêtements offrent un contraste dépouillé qui confère une certaine rigueur à l'ensemble. Présenté dans une ambiance décontractée,
Cette collection reflète bien l'ère du temps qui est à la libération des mœurs. Elle fait aussi un pied de nez à l'usage habituellement véhiculé par cette défroque, plutôt considérée comme un boulet dans un autre contexte. Mais pour le bagnard, le défi n'est-il pas d'échapper à sa condition par n'importe quel stratagème? L'équipe de Saint-Jean est représentée par Dédé, Jean-Yves, François, Alain et René. Ci-après, la même scène filmée par la deuxième caméra. Marie-Thérèse délibère quelques instants avec Jean-Yves, le metteur en scène, pour tourner un remake d'une nouvelle version de l'aveugle et du paralytique, avec Dédé dont les yeux sont bandés pour l'occasion. Le trajet est parsemé d'obstacles et une parfaite complicité entre les deux acteurs est recommandée pour réussir avec brio leur challenge. Par une telle canicule, il fait bon patauger dans la piscine. Mais la tâche qui incombe aux équipes en compétition est loin d'être aisée. Elles vont avoir fort à faire pour transporter en un temps record tous ces récipients. L'itinéraire comprend de nombreux obstacles qu'elles vont devoir franchir en conservant au mieux leur chargement, tout en pensant au chrono. L'équipe du Merzer est la première à entrer en lice. Ensuite, Robert, René, Patrick, Michel et Jean-Pierre seront les ardents défenseurs des couleurs de Saint-Jean.
Gérard, en tenue adéquate, est fin prêt pour la prochaine séquence. Elle nous présente des garçons de café qui n'hésitent pas à tremper la chemise pour puiser de l'eau. Il leur faut ensuite transporter le précieux liquide dans des gobelets, tout en évitant les vilains garnements qui prennent un malin plaisir à leur jeter des roues dans les bâtons. Au vu du score réalisé par les garçons de café, il semble plus judicieux en cette période de sécheresse de trouver un moyen plus efficace pour faire monter le niveau d'eau dans les citernes. Pour cela, il était fait appel à de solides gaillards équipés de récipients plus adaptés, quoique, qui semblent se jouer des difficultés du terrain. Pour l'équipe de Saint-Jean, Yves, sous son ciré jaune, semble vouloir contribuer discrètement, mais avec assiduité, au succès de l'entreprise. Jean-Pierre, quant à lui, emploie une façon très originale pour encourager son équipe favorite. Les organisateurs de cette rencontre interclochée ont débordé d'imagination quant à la diversité des jeux proposés. La séquence qui se déroule sous nos yeux demande au défenseur, dans sa cage, beaucoup de réflexes et d'équilibre sur la poutre au-dessus de la piscine. Car il n'est point aisé d'intercepter les ballons quand le lanceur associe force et adresse. Philippe, ici, défend autant qu'il peut les couleurs de Saint-Jean. Plus tard, Claude, au lancer, assisté de Dédé et de Jean-Yves qui lui rapportent des ballons, bombarde allègrement le défenseur adverse qui semble tétanisé par la puissance de ses tirs.
L'avant-dernière séquence nécessite, de la part des concurrents, un peu de connaissances en mécanique. Un colis tiré au sort est attribué à chaque équipe. Il contient un vélo basique dont les pièces principales ont été démontées. Le but du jeu consiste bien sûr à le remettre en état de fonctionner, ce dont s'affairent deux assistants, tandis que leur partenaire féminine doit se parer des vêtements trouvés dans le paquet. Pour Saint-Jean, l'assistance technique est composée de Patrick et de Jean-Yves, tandis que Evelyne est chargée de mener le véhicule à bon port en un minimum de temps. Un défaut de serrage de la roue arrière a fait que l'équipe locale ait fini bonne dernière, malgré la compétence affirmée et reconnue de nos deux spécialistes. Dans une rencontre intercommunale, les maires se doivent d'être de fervents supporters de l'équipe représentant leur commune. Et pour contribuer à la victoire de leur couleur, ils sont sollicités pour se jeter dans la bataille. Aussi, Eugène de Saint-Jean, Émile du Mercer, Hubert de Plouagat et Jean de Goudelin n'ont pas hésité à monter sur l'estrade pour répondre à un questionnaire relatif à leurs communes respectives et à la vie communale en général. Les points gagnés dans cette épreuve étant doublés, ils peuvent avoir pour conséquence de chahuter le score final. Aussi, il est important que nos édiles se creusent un peu le ménage. Les notes attribuées sont plutôt moyennes et révèlent quelques lacunes dans les connaissances de nos édiles locaux. En 1976, la séquence des questions au maire a été modifiée, en ce sens que deux assistants leur ont été adjoints. Les épreuves terminées, les arbitres se réunissent pour faire les comptes. En 1976, Plouagat remporte la victoire, tandis que Goudelin et Le Mercer sont deuxièmes ex aequo. Saint-Jean finit bon dernier, mais ce serait, paraît-il, par pure diplomatie. Thierry, le capitaine de Plouagat, reçoit des mains de Yves, le président, un magnifique challenge qui sera remis en jeu l'an prochain. L'équipe du Mercer l'avait remporté en 1975. Les commentaires vont bon train à la fin de cette belle journée festive, placée sous les signes de la bonne humeur et de la convivialité. Tout le monde semble satisfait, et l'on se quitte en se promettant de se retrouver en 1977. Le lendemain après-midi, Léocadie, Jeanne et Françoise
ont prolongé leur promenade habituelle jusqu'à l'endroit de la fête, où la prairie est encore jonchée de quelques vestiges de l'important remue-ménage qu'elle a connu la veille. Des bénévoles du comité des fêtes vont faire le ménage, afin que ce cadre idyllique retrouve sa propreté originelle. Au bourg, Dédé et son équipe achèvent de démonter les projecteurs et de ranger tout le matériel électrique. L'heure est à la décontraction. Demain, chacun reprendra ses activités habituelles, avec un peu de nostalgie, mais avec le sentiment d'avoir vécu un grand épisode de l'histoire communale. À la fin de l'été, les quelques 140 bénévoles qui ont participé activement à la réussite de la fête se retrouveront lors d'un banquet offert par le comité des fêtes, où il sera question, bien sûr, du bilan général et des projets futurs. En septembre 1977, l'équipe pyrotechnique, avec laquelle nous avions sympathisé lors de la scénographie présentée pendant la féerie nocturne de juin 1976, nous a proposé de tirer gratuitement un feu d'artifice chez Dédé. Les quelques diapos qui suivent relatent des méchouis préparés pour l'occasion, ce qui a permis de réunir, en plus de leurs nombreux sympathisants, les membres de l'ancien comité des fêtes, démissionnaires en raison de l'attitude jugée indigne du maire envers eux pendant sa campagne des municipales de mars.